Bonsoir à tous. On va laisser un petit peu de temps que tout le monde arrive, une petite minute. J'ai l'honneur d'être l'animatrice de cette webconférence unique pour répondre à un sujet. La rémunération, est-ce vraiment le sujet pour attirer, recruter et engager les talents courts? Et avant de répondre à cette question, je vais attendre une trentaine de secondes que le nombre de participants monte et ensuite chacun pourra se présenter. Donc, je vais me présenter d'abord. C'est pas très poli, désolé messieurs. Donc, je suis Laure Domingo, je suis la directrice marketing et communication du cabinet de recrutement augmenté CCLD. Et on a le plaisir, avec Guillaume qui est à mes côtés, de publier dès lundi notre magazine Regard qui offre effectivement une réponse à ce sujet qu'on a abordé, qu'on va aborder sur cette heure ensemble. Guillaume, je peux te laisser te présenter. Oui, on va remercier déjà la Fédération DCF de nous accueillir et puis effectivement d'organiser ce webinaire sur le sujet qui est vraiment intéressant, la rémunération des commerciaux. Et je remercie effectivement les DCF, aussi en particulier les DCF Grand Paris, qui ont œuvré largement au travers de différents ateliers pour travailler avec nous ces sujets. Et donc, ravi en tout cas d'être avec vous, Guillaume Pestier, vous l'avez entendu, directeur commercial de CCLD. Alors, bonjour. Moi, je suis Cyril Meunier, donc je suis associé de MCR Consultant, MCR Group, puisque MCR, on travaille sur la performance et la motivation des équipes commerciales et on a un practice historique sur la stratégie de rémunération. Donc, effectivement, rémunération des commerciaux, qui est le sujet de ce soir, un sujet qu'on connaît bien et on accompagne aussi sur des sujets de formation et de coaching d'équipes commerciales et managériales. Voilà. Merci à vous trois. Moi, je suis ravi que cette webconférence puisse avoir lieu aussi ici au siège de la Fédération DCF, dans ce studio qui était conçu pour cela. Donc, merci à vous de nous avoir sollicités, à tous les trois. Et puis, moi, au-delà d'être président national des dirigeants commerciaux de France, qui est une fonction totalement associative et bénévole, je suis directeur général délégué commerce et développement chez JC Deco. Et depuis 2 ans, je développe l'intelligence commerciale sur un grand nombre de géographies de là où JC Deco est présent dans le monde. Voilà. Très bien. Merci, messieurs, pour ces présentations. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si ça veut bien. Voilà, l'aléa du direct. Pendant ces 45 minutes qu'on va passer ensemble, avec un quart d'heure de questions-réponses à la fin, on va attacher, en tout cas, je vais aller chercher ces messieurs sur 3 sujets. Attirer, recruter, est-ce que la rémunération a un lien avec ce sujet? Changer de rémunération, de système de rémunération, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Et finalement, la rémunération pour attirer, évaluer, recruter et engager, est-ce que c'est vraiment le sujet ou un des sujets vis-à-vis des talents commerciaux? Pour répondre à tous ces éléments, on a effectivement mené en collaboration tous les 4 une étude auprès de nos 160 DIRCO qui ont répondu à une étude qualitative depuis août jusqu'à mi-octobre, ainsi que 160 talents commerciaux, tous en poste, qui ont bien voulu répondre à notre enquête qu'on a lancée sur notre base côté CCLD. Et on est aussi allé interviewer 10 DIRCO. Donc, ces éléments, vous aurez le plaisir de le retrouver dans le magazine qu'on publiera dès lundi. Ce n'est pas que des interviews et qu'une enquête qualitative, c'est un vrai travail conjoint et avec MCR, et avec CCLD, et avec les dirigeants commerciaux de France. On a aussi réalisé, Cyril a réalisé avec son équipe, une étude sur 20 clients qu'ils ont accompagnés sur ces 2 dernières années dans leur changement de système de rémunération. On a réalisé, et merci encore au DCF Grand Paris de nous avoir accompagnés, aidés, et à toutes les réflexions qu'on a eues sur 4 ateliers tous ensemble. Et aussi, et Guillaume en parlera tout à l'heure, on a travaillé ces derniers mois d'arrache-pied pour aussi lancer un outil qu'on aura le plaisir de vous dévoiler tout à l'heure avec Guillaume. Donc, c'est un vrai sujet, un sujet qu'on a pris avec beaucoup de considération et on aura bientôt aussi le plaisir, et je lui fais un clin d'œil, de lancer un podcast prochainement, Closing, avec Jean qui nous fera l'honneur de répondre aux questions de Stéphane Damota. Alors, Guillaume, première question. La REM, c'est pour attirer, recruter, comment on fait? Est-ce que c'est vraiment un sujet, la rémunération? Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je crois au regard des périodes qui ont été passées par les DIRCO et les directions RH ces derniers mois, évidemment, oui, on peut dire que c'est un sujet clé, en tout cas pour attirer des talents et des talents commerciaux aujourd'hui dans les entreprises. Vous avez le premier chiffre, en tout cas, de notre étude et qui est d'ailleurs assez symétrique, finalement, quand on pose la question et aux directeurs commerciaux et aux talents commerciaux, à savoir si la REM est un élément déclencheur pour postuler à une offre d'emploi. Eh bien, dans 86% des cas, la réponse est oui, donc un alignement fort sur le sujet, ce
qui évidemment traduit le fait qu'aujourd'hui, la rémunération est un point clé aujourd'hui pour capter des talents. Ce qui est peut-être encore un petit peu plus intéressant, c'est le degré de criticité ou de priorisation effectivement que les commerciaux ou talents commerciaux ont mis sur le sujet, puisqu'effectivement, 7 commerciaux sur 10 nous disent que c'est l'élément prioritaire. Et d'ailleurs, il y a encore peu des grands sites emploi comme Indeed, par exemple, qui ont même décidé, parce qu'ils avaient 20% de leurs offres d'emploi il y avait seulement 20% de leurs offres d'emploi qui comportaient des démos de REM, et bien d'aller jusqu'à éventuellement proposer de ne plus diffuser les offres d'emploi qui n'aient plus d'éléments de rémunération. Donc, on voit bien effectivement que c'est un élément clé aujourd'hui pour capter des talents, les amener à postuler. Après, est-ce que c'est le seul élément? Probablement, évidemment que la réponse est non. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément prioritaire pour aujourd'hui, mais pas seulement. Parce que une fois effectivement qu'on a travaillé le sujet de la rémunération, les éléments complémentaires qui viennent derrière la rémunération sont, je crois que tu l'avais juste après Laure, des éléments qui concernent par exemple les possibilités d'évolution, ou en tout cas véritablement le fait que les talents commerciaux considèrent qu'ils vont véritablement répondre à une opportunité. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Ils recherchent un projet, on y reviendra, et l'élément de la rémunération est un facteur clé. Objectivement, si ce point-là, en plus dans le contexte actuel, de sollicitations importantes, d'inflation galopante, on pourrait dire, évidemment, si ce point-là n'est pas rempli, ils ne vont pas avancer. Pour autant, ils vont être particulièrement attentifs à quelles sont les possibilités d'évolution. Est-ce que véritablement l'entreprise peut me proposer demain de belles opportunités ou peut me proposer éventuellement un cadre de travail qui est mieux disant par rapport à ce que je connais, un encadrement managérial moderne, des outils, etc., etc. Et tout ça va aussi rentrer en ligne de compte. Donc, si on veut synthétiser, oui, c'est un élément, l'élément probablement déterminant aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul élément. Et pour recruter alors? Voilà, je pense que la stat parle d'elle-même. Alors, on l'a synthétisé 1 sur 2, c'est précisément 53% des directeurs commerciaux aujourd'hui, quand on les sonde, qui nous disent avoir rencontré des difficultés de recrutement ces derniers mois pour une question de rémunération. Donc, véritablement, c'est ce qui est vécu aujourd'hui dans les entreprises par les directions commerciales comme étant quand même l'élément, le pain point, comme on pourrait dire, clé, qui les amène à avoir les plus grosses difficultés de recrutement, même s'il une fois encore, ce n'est pas l'unique point, mais c'est quand même le point central. Et pour autant, et je vais me tourner vers ces messieurs, vers Cyril et Jean, pour autant, est-ce qu'il faut vraiment se laisser aller à la surenchère des packages de rémunération pour attirer les talents commerciaux? Alors, la surenchère, on est toujours tenté dans des périodes notamment comme la période qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une forte pénurie. On n'a pas, je pense que dans nos équipes commerciales, rares sont les commerciaux qui n'ont pas été sollicités à plusieurs reprises. Donc, effectivement, on est toujours tenté. Le seul truc, c'est qu'en matière de rémunération, c'est un sujet important, sensible, donc il faut garder de la cohérence. Et on a 2 cohérences. Il y a la cohérence externe. Donc, la cohérence externe, c'est effectivement, si je sais que le marché est en train de grimper, je vais avoir tendance à lâcher. Donc, je vais m'aligner sur l'externe, mais attention, j'ai aussi la cohérence interne. C'est-à-dire, parce que l'externe va permettre d'être attractif, mais l'interne va permettre de motiver, de créer une dynamique d'équipe et de garder les gens. Parce que si derrière, je n'ai pas de cohérence entre mes systèmes de REM, entre les anciens et les nouveaux, ça va être la zizanie. Je vais créer des sources de démotivation, de frustration. Et là, du coup, j'aurais fait venir des gens, mais je risque d'en perdre. Tout à fait. Et Guillaume, est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas aussi un outil qui pourrait aider les directeurs commerciaux à y voir plus clair, pour garder la tête froide? Oui, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu aussi vraiment travailler en interne pour nos clients plus largement, parce que quand on sait que la rémunération est un facteur clé, on en parlait en aparté avec Jean juste en amont, la question, c'est de savoir comment en fait, on se situe véritablement. Parce que bien souvent, dire OK, on voit que la rémunération est clé, mais comment on se situe finalement par rapport au marché, par rapport à son système de rémunération, sans être trop technique. Et bien souvent, en fait, les entreprises ont vocation à considérer leur rémunération par rapport à leur propre marché. Ça peut être le marché de la communication quand on est à la communication, le marché effectivement du transport quand on est dans le transport. Et pour autant, je prends ces 2 exemples-là parce que finalement, on travaille dans le transport, on travaille dans la communication, on travaille pour les deux, en tout cas dans la prestation de services. Et en fait, dans l'absolu, aujourd'hui, sur un marché de candidats qui est extrêmement sollicité,
eh bien, on peut avoir évidemment des commerciaux qui sont dans la communication ou dans le transport qui peuvent être sollicités par ces mêmes entreprises, sans être trop extrémiste, mais on pourrait imaginer aujourd'hui que quelqu'un dans le transport soit sollicité par les équipes de JCDecaux pour échanger sur effectivement une possibilité, évidemment avec une appétence particulière dans le domaine, ou des entreprises en transport solliciter des candidats de JCDecaux parce que ce sont des développeurs B2B. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment finalement nos packages, évidemment, sont constitués par rapport au marché. C'est pour ça qu'on a développé des outils pour être aussi force de conseil auprès de nos clients, c'est-à-dire où est-ce que vous vous situez par rapport à votre marché, certes, mais peut-être aussi par rapport au marché des candidats plus largement. Et vos concurrents ne sont pas que dans votre domaine. Et Jean, vous en parliez dans votre interview pour compléter. Alors, peut-être d'abord pour répondre à la question précédente, en complément de ce qu'a dit Cyril, moi je pense que ce n'est ni souhaitable ni globalement possible. Ce n'est pas souhaitable parce qu'effectivement, ça peut créer des distensions fortes en interne. Aussi parce que ce serait sous-estimer les autres critères que tu as évoqués, qui sont aussi des critères qui sont aujourd'hui essentiels pour attirer des talents et surtout les retenir. Et puis, d'un point de vue économique, parce que cette surenchère, elle existe, elle est réelle. En tout cas, c'est celle que nous on vit et que je peux partager avec d'autres confrères. Économiquement, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas augmenter sa masse salariale comme ça d'une année sur l'autre de 10, 15 ou 20% pour répondre à ces surenchères. Et c'est vrai que ce que tu exprimes est probablement une piste à approfondir. Moi, je ne sais pas si on est capable d'aller chercher des talents dans le secteur que tu as évoqué tout à l'heure, mais en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que nos analyses, elles sont très souvent effectuées sur notre propre secteur d'activité. Et que potentiellement, si on peut ouvrir à des comparaisons avec d'autres secteurs, c'est sans doute face à la pénurie de talents commerciaux, c'est sans doute une piste à approfondir. Parfait. Est-ce que finalement, par rapport à ce qu'on vient de dire sur la deuxième partie, est-ce qu'il faut vraiment changer son système de rémunération? Là-dessus, Cyril, je te laisse revenir sur un élément clé de notre étude Regard croisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé effectivement aux talents commerciaux, aux DIRCO, est-ce qu'ils sont satisfaits du niveau de rémunération? Là, on parle du niveau global. Alors, on sait que dans toutes les enquêtes sociales, de toute manière, le sujet de la rémunération, quand on demande à quelqu'un est-ce que tu es bien payé, en règle générale, si un commercial vous dit oui, je suis bien payé, peut-être y a-t-il un sujet. Mais en tout cas, oui, la moitié, en fait, 1 sur 2 pense qu'effectivement, leur système n'est pas au niveau. Il y a aussi un sujet, c'est qu'ils sont aussi beaucoup sollicités, donc forcément, leur prisme est un peu différent en ce moment, parce que forcément, si je suis sollicité, j'ai une image de moi qui fait que par rapport à ce que je gagne, forcément, c'est un peu différent. Un peu plus haut sur les DIRCO, la question aux DIRCO, ce n'est pas la rémunération des DIRCO, c'est la rémunération de leurs équipes. Exactement. Voilà, donc c'est ce chiffre-là qui me semble plutôt la moitié qui pense qu'ils sont bien payés pour les talents co, c'est à peu près normal. 6 sur 10 pensent qu'ils ont, il y en a 4 quand même qui pensent que leurs équipes ne sont pas au niveau. C'est un sujet. Probablement par rapport à la difficulté qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. 1 sur 2 a des difficultés à recruter pour un sujet de REM. Exactement. Puis des DIRCO, vous en avez régulièrement pour des recrutements et effectivement, ils sont tous en train de dire qu'est-ce que je peux faire pour les attirer, quoi. Effectivement. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher un peu pourquoi cette note côté talents commerciaux. Dans ce qu'ils nous disent, globalement, et c'est le chiffre dans dessous qu'il faut retenir, le 65%, 65% des talents co déclarent que leur variable n'est pas adaptée à la réalité du marché de l'emploi, pendant que les DIRCO ne disent pas tout à fait la même chose. Cyril? Alors, ce qui est intéressant, oui, effectivement, c'était sur le slide précédent, 65% des talents co déclarent que leur variable n'est pas adaptée au marché de l'emploi. Ça veut dire ce qu'ils pensent, c'est qu'ailleurs, ils auraient mieux. Et quand on a posé la question aux DIRCO, eux, ils sont 70% à dire que la REM de leurs équipes est adaptée au marché. Donc, ça veut dire que derrière, et ça, c'est intéressant, parce que quand derrière, on demande aux DIRCO pourquoi changer le système de REM, donc ça, c'est une question qu'on a posée, nous, à nos clients, quand ils sont venus nous chercher pourquoi vous voulez changer votre système de REM, 37% nous disent que c'est lié à une nouvelle stratégie et on voulait bien, dans l'ensemble des réponses, aucun nous a dit je viens pour donner plus ou pour m'aligner sur le marché. Pour harmoniser sur le marché. Voilà. Alors, ça répond, c'est cohérent avec les 70% qui pensent qu'ils sont alignés, donc pour eux, ce n'est pas un sujet. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que, et ça, c'est très contextuel, c'est qu'on est dans un environnement qui bouge.
on a des stratégies qui doivent être agiles, qui doivent évoluer, et elles évoluent, hein, la digitalisation de la relation client, les modalités, le multicanal, tout ça, les stratégies bougent. Donc forcément, si je vais plus à gauche et je vais à droite, j'ai besoin d'embarquer les gens à droite, et donc du coup, je vais changer mon système de REM pour quasiment un tiers. Ensuite, il y a l'amélioration de performance, la dynamisation des équipes. Ça, c'est un élément aussi qui peut-être, Jean, tu peux confirmer, c'est vrai que c'est un sujet aussi assez nouveau, c'est qu'on a eu on a des sujets d'implication, de motivation, l'effet Covid, faire ressortir les gens, aller revoir les clients, redynamiser. On a aussi des éléments de fatigue, de frustration, le travail hybride, etc. Donc un sujet de redynamisation. Quand on traverse un environnement compliqué, derrière, il faut repartir au combat, donc il faut redynamiser. Et puis, on a un sujet d'harmonisation. Ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de… Quand on fait une réorganisation, beaucoup aussi de clients qui fusionnent des équipes commerciales, qui ont changé leur orga. Si je me retrouve avec des équipes qui ont des systèmes différents et que je les mets ensemble, forcément, il faut harmoniser parce que ça ne dure pas. Donc, voilà. Mais tout ça montre la complexité, en fait, quand on change de système de rémunération, dans les contextes aussi volatiles que ceux que l'on connaît. On a connu la crise de la Covid avec une chute brutale du chiffre d'affaires. On a connu une reprise qui était extrêmement vigoureuse. Là, on rentre en période d'inflation et de récession. On a effectivement les stratégies multicanales qui font que les ventes deviennent de plus en plus complexes, que les commerciaux n'interviennent plus que sur une partie des ventes. Donc, dans ce contexte-là, oser, j'ai envie de dire, changer, faire rouler son système de rémunération, on voit que c'est complexe. Et puis, oser ne pas le faire aussi, peut-être aussi un peu compliqué, parce que du coup, effectivement, on a le risque que les gens se disent, on me demande plein de choses, mais finalement, je continue à être rémunéré comme avant. Donc, pourquoi je changerais finalement? Pourquoi me le remettre en question? Donc, c'est un équilibre assez compliqué. Tout à fait. Et on a aussi continué à poser la question vis-à-vis des talents commerciaux, ce qui explique leur niveau, on peut parler d'insatisfaction, mais en tout cas de leur note de 5 sur 10 qui est établie. Ils nous disent qu'à 70%, la balance effort-récompense n'est pas équilibrée et qu'à 66%, la rémunération variable n'est pas le reflet de leur performance. Ça, alors déjà, c'est frustrant. Ça peut peut-être s'expliquer de deux façons. La première, c'est un problème d'objectif, soit de fixation d'objectifs, soit de nature même d'objectifs. C'est que si les objectifs ne sont pas les bons, effectivement, le système de REM va être lié aux objectifs, et si on ne lui met pas les bons objectifs, il y aura une décorrélation. Et il peut y avoir aussi une autre explication, c'est que j'ai beau, même si c'est les bons objectifs, si par contre j'ai mes managers de proximité qui ne pilotent pas la performance et les objectifs, et qui ne leur donnent donc pas les moyens de les atteindre, effectivement, il peut y avoir la frustration. Donc, c'est à la fois un sujet technique de REM, mais aussi un sujet managérial. Absolument. Parce que bon nombre de managers, notamment de proximité, managers d'équipe, ne vivent pas le système de REM comme un moyen de management, mais comme le subissent plutôt. Et il y a aussi un autre point qui est intéressant et qui rejoint ce que tu viens de dire, Cyril, sur ce que les talents co nous disent vis-à-vis des DIRCO. Les talents co nous disent j'ai un écart de lisibilité, j'ai du mal à voir l'équité et la lisibilité de mon système de rémunération. Et ce qui revient également, en tout cas de ce qu'ils nous disent, de ce qu'ils déclarent, c'est qu'ils n'ont pas forcément le sentiment de disposer de tous les moyens pour atteindre les objectifs fixés. Donc, ça revient exactement à ce que tu viens d'évoquer. En bref, c'est quoi les attentes des talents co alors? Alors, les attentes des talents co. C'est bientôt Noël. Alors, on est au mois de novembre. C'est le moment où on commence à écrire sa petite lettre au Père Noël. Donc, demander aux commerciaux qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir un fixe plus gros, donc revalorisation du fixe, et un variable déplafonné. À la bonne heure. C'est ce qui revient. C'est Noël bientôt. Très récurrent. Ça te parle Absolument. On est parfaitement en phase. D'ailleurs, je dois dire que tous les résultats de cette étude que je découvre sont assez en phase avec les échanges qu'on peut avoir entre pairs et avec ce qu'on vit au quotidien. Donc, mais ça revient. La méthodologie est bonne et l'étude a été rondement menée. Mais ça revient aussi à ce qu'on disait en environnement de pénurie, beaucoup de sollicitations. Si je suis beaucoup sollicité, ma valeur perçue, mon ego, c'est bien, fait que derrière, je peux aussi je peux me sentir fort dans mes revendications, et surtout qu'on est quand même dans une activité où globalement, l'activité économique, les performances commerciales sont plutôt bonnes. Donc, si en plus je suis porté par une activité bonne, une grosse dynamique, alors que j'entends qu'il y a l'augmentation des prix, c'est la crise, c'est la catastrophe, l'Ukraine, et donc je me dis, mais finalement, moi, je suis très, très fort. Donc, effectivement, on a des équipes commerciales qui ont le torse bien bombé en ce moment quand on parle de rémunération.
Et côté DIRCO, et du coup, je vais vous faire réagir, Jean, les DIRCO nous disent, il y a peut-être un sujet de leur permettre une entrée au capital de l'entreprise pour justement les satisfaire ou leur donner la valorisation qu'ils méritent. Vous en pensez quoi? Bon, d'abord, je ne sais pas si c'est possible dans toutes les entreprises, puis ça, c'est dès qu'on touche au capital, c'est un sujet qu'il faut voir avec les actionnaires. Ce que je peux dire, c'est que chez JCDecaux, en tout cas, il y a des systèmes d'incentive de ce type-là qui sont proposés aujourd'hui aux top managers. Est-ce qu'il faut les étendre à la force de vente? Je ne sais pas. En revanche, on a une vraie réflexion actuellement avec notre directeur des ressources humaines qui, lui, nous encourage à développer, avec notamment les hauts potentiels, des long-term incentives. Et je pense que c'est effectivement, je pense que de toute manière, tout à l'heure, vous me demandiez est-ce qu'il faut accéder à la surenchère. Je vous dis, c'est ni souhaitable, ni possible. Donc, ça veut dire qu'il faut être créatif. Il faut être créatif, il faut aussi être attentif à toutes les motivations intrinsèques, mais tu en as parlé, Guillaume. Donc, je pense qu'il faut être créatif et imaginer des systèmes gagnants-gagnants avec les dirigeants d'entreprise pour construire des systèmes d'incentives qui permettent de fidéliser, de retenir les hauts talents. Ce sujet petit aparté, ce sujet de l'entrée au capital, il est aussi beaucoup discuté et beaucoup challengé par les startups. DCF, on a un collège, Grand Paris, on a un collège startup PME. Quand on a fait cet atelier sur les REM, l'actionnariat revenait quasiment systématiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quasiment toutes les startups ouvrent leur capital assez rapidement, notamment aux premiers business développeurs, à ceux qui portent le développement. Et donc, quand on se retrouve dans un environnement qui se digitalise, quand on se retrouve à recruter des gens qui sont de cet univers-là, notamment des jeunes, effectivement, ça fait partie d'un package qu'ils sont à même à avoir. Et puis, cette recherche de sens, de quête, fait qu'effectivement, ça vient challenger un peu les grandes entreprises. Absolument. Et quelque chose qui est pour le coup naturel dans les startups, qui n'est pas d'ailleurs sans poser des problèmes, c'est que dans la durée, c'est que si je propose un package d'actionnariat important sur des équipes commerciales et que mon développement n'est pas aussi rapide que prévu, je me retrouve avec un problème, c'est que oui, mais tu m'as promis ça, oui, mais ça ne vient pas, ouais, mais faut que donc du coup, ça peut être un effet retour. Voilà. Donc c'est vrai que là encore, l'équilibre est à avoir. C'est vrai que le sujet, je crois qu'il est intitulé comme tel, du partage de la valeur, c'est un sujet qui va nous occuper dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais ce qui est très difficile, je trouve, pour imaginer des systèmes comme la question que vous posez, c'est que comment on fait pour aligner les performances individuelles ou d'équipe commerciale avec les performances de l'entreprise? Parce que vous pouvez être dans des situations où il y a une équipe parmi toutes vos forces de vente qui performe, mais dans un contexte où l'entreprise elle performe beaucoup moins que ce qu'elle a prévu. Et puis l'inverse aussi. Donc tout ça on voit bien qu'on est sur des sujets extrêmement complexes. Donc si je vous écoute tous les trois, clairement, en tout cas ce qui est dit dans l'étude, en tout cas dans vos conseils, et Cyril, tu vas y revenir sur les tendances à suivre, on va dire ça comme ça, c'est non au changement pour changer, c'est oui aux évolutions mesurées, puisque, en tout cas dans les DIRCO de ce qu'ils nous disent, dans notre étude, sur les 160 DIRCO interrogés, un DIRCO sur 2 nous dit d'avoir fait évoluer le système de rémunération sur les 2 dernières années, contexte Covid. Alors, c'est important, nous on voit on a beaucoup de sollicitations de modifications de REM des commerciaux, beaucoup d'évolutions, mais pour revenir sur la notion de changement, c'est vrai qu'on a un système, c'est souvent en matière de rémunération, on arrive à des évolutions et non pas des changements. Alors qu'on a des changements de modèle, des changements d'organisation. Pourquoi? Parce que changer son système de REM, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est sensible. Parce que y a plusieurs choses. C'est que changer son système de REM, ça veut dire que je vais aller voir, c'est que je vais vous demander à un commercial, on l'a fait, qu'est-ce que vous pensez de votre système de REM? 1 sur 2 vous dit ça va et 1 sur 2 vous dit ça ne va pas. Mais dès que vous allez voir les commerciaux et que vous leur dites on va changer de système de REM, là vous pouvez être sûr que vous avez 100% qui disent ah non, mais pourquoi changer? Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul commercial qui pense que quand on vient le voir et qu'on lui dit on va changer, c'est pour lui donner plus. Exactement. Alors, ce n'est pas forcément faux, mais cependant, c'est souvent pour lui donner mieux. Et donc ce sujet-là fait que derrière, on a tous les aérofreins qui se mettent en route, que les plus gros aérofreins sont ceux des commerciaux performants. Donc, allez se mettre sur un chantier où je vais avoir tous mes meilleurs, je vais les démobiliser et risque de les perdre dans un contexte bien tendu sur le marché. Absolument. Je ne change pas, j'évolue petit à petit. C'est d'ailleurs ce que tu dis est la vérité, puisque les DIRCO qui ont changé et fait évoluer changé véritablement leur système de rémunération nous disent bien en conseil
qu'il faut le faire en connaissance de cause, évidemment, de suivre son marché ou ses produits, de construire un système réaliste et réalisable et de réfléchir à impacter le côté multiscénarii versus l'impact sur la marge de l'entreprise. Notre étude nous dit aussi, et ça c'est grâce au travail de MCR notamment, les tendances à suivre. Et j'aimerais que Guillaume, juste après ta présentation de cette slide-là, puisse revenir sur ce sujet. Donc, sur la première tendance, Cyril. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de changements dans la façon de vendre qui est arrivé. Donc, forcément, on est amené à faire évoluer les systèmes de REM. Et lorsqu'on a posé la question et quand on regarde les évolutions, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un élément important, c'est qu'on est en train il y a beaucoup les systèmes de commissionnement, un fixe faible, le commissionnement important. Il est en train de disparaître ou en tout cas d'être challengé, c'est-à-dire que on peut continuer à avoir ces systèmes progressifs, on peut continuer à avoir, mais il y a des primes qui viennent en parallèle. Pourquoi? Parce que le système de commissionnement, il a des vertus, c'est que c'est simple, hein, sauf que le truc, c'est qu'avec un commissionnement, c'est le commercial qui pilote sa REM et c'est pas le directeur commercial qui pilote parce que si j'ai besoin de dire voilà j'ai une nouvelle offre, il va falloir aller voir des nouveaux clients, etc. Moi j'ai mon business, mon portefeuille qui génère mes objectifs et donc mon commissionnement et donc du coup je vais pas avoir tendance forcément à y aller. Donc le système de commissionnement il a ses effets pervers dans un environnement qui bouge et il peut avoir aussi quelques effets de bord. Important, c'est qu'on peut arriver à avoir des rentes de situation. Et donc, les rentes de situation, c'est souvent les plus performants qui ont les plus gros commissionnements et qui sont ceux amenés à être le plus en frein sur des changements, des évolutions. Donc, c'est vrai que le système de prime permet de reprendre en main un peu plus. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, je ne dis pas que le commissionnement n'est pas bien, mais ça permet effectivement d'un peu plus piloter les équipes commerciales. Je regarde attentivement Guillaume. Oui, parce que évidemment, au final, on a presque été un peu disruptif, nous, quand je dis nous, c'est chez CCLD, mais il faut aussi considérer l'organisation effectivement des entreprises. Ouais, c'est aussi secteur d'activité. Exactement. La réalité, c'est que là où je suis parfaitement en ligne, c'est qu'on a réintégré aussi des systèmes de primes de manière plus importante que ce que ce faisait le gap, parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut montrer le chemin. Et à un moment donné, les primes ont cette vertu que de pouvoir donner des orientations, des caps à passer sur certains items, favoriser le cross-selling par exemple, favoriser certains items pour avancer et montrer le chemin de là où on veut aller. On a fait le choix, en tout cas, de conserver néanmoins un système de commissionnement parce qu'il a en revanche plusieurs vertus quand même. C'est qu'en l'occurrence, un commissionnement qui, pour le coup, et on revient sur les éléments après qui sont le côté back to basics, je crois que c'est permettre de se dire on se reconcentre à un moment donné sur les éléments qui ont finalement plus de valeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la marge et ou le volume de vente. Et moi, personnellement, ce que m'a appris quand même ces 2 dernières années et les contextes qu'on a traversés, c'est que on peut être super créatif finalement à mettre des incentives sur le nouveau business, sur ce qui vient de l'entrant, ce qui vient du marketing, ce qui vient de la prospection, etc., etc. En réalité, ce qui est quand même le plus important, ça reste quand même le chiffre d'affaires que l'entreprise va délivrer. Donc après, c'est comment est-ce qu'on met tout ça en musique et quand on veut, comme c'est le cas chez nous, faire en sorte que nos commerciaux portent le développement d'un portefeuille au sens large, peu importe finalement d'où vient le business, c'est de les rendre responsables en tout cas des portefeuilles qu'ils portent. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt une équipe, nous, de CAM, de commerciaux grands comptes, et donc qui portent des business importants, et c'est aussi important de les associer finalement à une réussite collective du chiffre qu'ils portent. C'est ce qui fait qu'en tout cas, dans ce prisme-là, le commissionnement a une vertu. Mais dans les objectifs, effectivement, on revient, et on le voit d'ailleurs dans l'étude, et quand on regarde, on revient effectivement. Ça, vous l'avez vu, fixe, variable déplafonnée, et les objectifs. Oui, on revient sur le back to basics, c'est-à-dire de se dire, voilà, on revient sur les fondamentaux. C'est effectivement la marge, le chiffre d'affaires, le volume d'affaires, on revient là-dessus parce qu'en fait, quand on est dans un environnement complexe, aujourd'hui, c'est le départ de la route du Rhum. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on fait une course de bateau, là où il y a un cap. Voilà, la route du Rhum, on va à Pointe-à-Pitre, je crois. Martinique. Martinique, oui, donc Martinique, c'est notre cap, c'est là où on va. Après, la stratégie de course, il va faire beau au nord, bâbord, tribord, on ne va pas arrêter de changer, on va contourner. Ça, c'est tout ce qu'on vit. Donc, ce qu'il faut, c'est un objectif, c'est là où on va. Après, comment on va y aller? Aujourd'hui, dans un environnement où on doit être souple, agile. Donc, ça veut dire que les objectifs fondamentaux, c'est là où on va, le chiffre d'affaires, la marge, etc. Après, on a des moyens. Est-ce que dans le système de REM, je rentre dans ces moyens-là? À voir. Bon, moi, ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que
le système de commissionnement, pour moi, il a quand même beaucoup d'effets extrêmement pervers. Aujourd'hui, est en capacité de recruter des jeunes commerciaux avec un fixe très faible, c'est quasiment impossible parce que pour eux, ça veut dire impossibilité de trouver un logement pour un loyer parce qu'on leur demande, vous connaissez les ratios et ça. Donc, deuxièmement, ça développe malgré tout un sentiment d'individualisme et on en fait des mercenaires. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en tout cas dans les environnements tels que ceux que je connaisse, on a envie de développer des mercenaires. Puis troisièmement, aujourd'hui, on est quand même sur des ventes de plus en plus complexes où c'est assez compliqué, en tout cas pour nous. Le commercial n'est rarement le seul à influer sur la vente finale. Donc, mettre en place un système de commissionnement à la fois dans des univers volatiles et dans des ventes complexes, c'est quand même assez hasardeux. Ce qui est intéressant aussi dans l'étude, et du coup, ça va faire une belle transition sur l'avant-dernière partie, c'est aussi cette notion de critères qualitatifs. Moi, j'ai beaucoup échangé avec les DIRCO qu'on a interviewés sur le fait de est-ce qu'on intègre des objectifs qualité de la data dans le CRM, satisfaction client, gestion des dossiers. On voit que dans l'étude, seulement 25 entreprises intègrent ces critères qualitatifs. Pourquoi? Et du coup, je vais faire la transition avec les slides d'après. C'est pour rendre un système de rémunération qui satisfait le plus, ce n'est pas juste des critères qualitatifs pour mettre des critères qualitatifs. C'est derrière, et je vais vous passer la main, la possibilité de donner du sens, en fait. C'est vraiment ça ce qui va faire le changement et le fait qu'on va travailler un système de rémunération efficace. Oui, je pense que il faut effectivement, comme je le disais, faire attention aux effets pervers parce que on voit bien qu'un système de rémunération qui n'est pas bien accepté, il peut être très démotivant. Donc, on est déjà en difficulté, on est en pénurie. Donc, il faut d'abord veiller à ce que le système mis en place, avant qu'il soit en capacité de motiver fortement, déjà ne soit pas démotivant. Deuxièmement, la grande difficulté, toujours, je pense, c'est d'être congruent entre les objectifs qui sont assignés aux commerciaux et la stratégie de l'entreprise. Et comme effectivement ça change, tu le disais, il faut être capable d'agilité et de souplesse. Donc, la vérité d'un jour n'est plus forcément celle du lendemain. Et donc, ça, c'est, je pense, un point de vigilance très, très fort. Et puis, encore une fois, je pense que on voit bien quand même la prédominance des motivations intrinsèques. Actuellement, on est en train de développer sur l'ensemble des directeurs commerciaux du CEDECO quasiment dans le monde entier une formation coaching. On demande à nos managers de renforcer, de développer une méthodologie pour qu'ils coachent davantage leurs collaborateurs. Et on leur fait passer notamment dans ces formations un test qui permet de mesurer les motivations par rapport à la pyramide de Maslow. Et on est, quelles que soient les régions géographiques, parce qu'on peut dire, oui, mais ça, c'est les anglo-saxons, les latins, le Middle East. Les résultats sont les mêmes. 80 à 90% des motivations des collaborateurs aujourd'hui sont des motivations intrinsèques. Alors que peut-être nous, les directeurs commerciaux, on est occupés davantage, peut-être à 80%, par les motivations extrinsèques. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que le système de rémunération n'est pas important, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas essentiel. Évidemment, tout ça est important. Mais je pense qu'être aujourd'hui, compte tenu aussi des attentes de la génération qui arrive sur le marché, qui a besoin de comprendre sa contribution, sa valorisation, qui aussi est de plus en plus demandeur, qui a été formé aussi davantage que les anciennes générations à travailler en collectif, le fait de donner du sens et d'être en capacité de travailler en équipe est essentiel. Ce qui nous fait une magnifique transition, et merci Jean. Je vais laisser la… Pardon Cyril, je t'en prie. Non, donner du sens. Bah oui, donner du sens. Pas que. C'est souvent en matière de rémunération, les discussions, c'est combien? Mais non, il y a comment? Parce que c'est ça, le variable. Il est là pour ça. C'est comment? Pas que le combien. C'est la finalité, le combien. C'est qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre, toi, pour y arriver. Et peut-être que tu veux revenir aussi sur cette notion-là, la dernière, sur le côté pilotage en temps réel, parce que c'est un vrai sujet. Ouais, il faut piloter. Alors, il faut piloter, mais c'est vrai qu'il y a aussi, il y a tout un tas d'équilibres à avoir. C'est-à-dire qu'on voit, il faut valoriser la performance individuelle versus le collectif. On voit d'ailleurs, on l'a vu, on est passé assez vite tout à l'heure dessus, mais on voit sur les systèmes de rémunération, il y a une dimension, non pas collective globale d'entreprise, mais il y a une dimension d'équipe qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, dans la REM, on a quoi? On a l'individuel,
sur les commerciaux. L'individuel, le bonus, la prime, etc., c'est ma performance à moi. Et après, on a toute la partie complètement collective entreprise, la participation, l'actionnariat, ou l'intéressement, ou des partages de valeurs, mais qui sont globales entreprises. Au milieu de ça, la notion d'équipe, de travailler en équipe commerciale, parce que vente complexe, qui dit vente complexe, je vais avoir besoin aussi des autres, je vais avoir besoin du marketing. La dimension d'équipe, on voit qu'elle apparaît, elle se développe beaucoup. D'ailleurs, dans l'étude qu'on a fait, il y a 2 ans, il y avait 3 à 4% de la rémunération qui était liée à l'équipe. Sinon, c'est 70% individuel et le reste collectif entreprise. Et bien là, on arrive à 10-15% de part d'équipe. Ça veut bien dire qu'on a besoin de donner du sens, on a besoin de donner de la cohésion, on a besoin de faire travailler les gens ensemble. Absolument. Et pas simplement le sentiment d'appartenance à une entreprise, mais le sentiment d'appartenance à une équipe. Absolument. Oh, quelle magnifique transition, vous êtes trop fort. Dernière partie, je vais laisser la main à Guillaume, parce que finalement, est-ce que la rémunération, dans tout ce qu'on s'est dit, c'est le sujet ou un des sujets? Alors Oui, c'était une belle transition. Alors, on y a répondu évidemment sur la partie acquisition de talent, où c'est un sujet clé. Et finalement, à savoir si la rémunération est un facteur d'engagement, c'était la question finalement qu'on posait à l'étude, on a plutôt envie de dire c'est plus un facteur de désengagement aujourd'hui. Pourquoi c'est un facteur de désengagement? On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans les statistiques, quand on lit effectivement que les commerciaux estiment à près de 70% que leur rémunération dans leur ensemble ne valorise pas leur performance, n'est pas en relation effectivement avec aujourd'hui ce qu'ils attendent ou ne rémunère pas les efforts qu'ils produisent, on voit bien que c'est extrêmement désengageant pour le coup, quand on a cette perception-là. Et effectivement, on sait que la rémunération, évidemment, c'est un point clé. Et d'ailleurs, la question a été posée pour dire, est-ce que la rémunération vous engage en fait au quotidien? Finalement, le score n'est pas extrêmement élevé. Alors, il y a quand même une incidence, évidemment. On a des systèmes de rémunération pour qu'à un moment donné, on crée la stimulation de l'engagement, etc. Mais objectivement, 61% seulement, je serais tenté de dire, considèrent que ça les engage. Les directeurs commerciaux ont une vision un petit peu plus importante sur le sujet. Est-ce qu'ils sont plus optimistes? Je ne sais pas. Mais finalement, on voit bien que la rémunération, une fois encore, c'est un des éléments, mais elle a plus un impact finalement de désengagement que véritablement d'engagement. Et pourquoi? Et là, j'abonde parfaitement dans ce que tu évoquais, Jean, à l'instant, sur les leviers. C'est que quand on pose la question « qu'est-ce qui vous motive ?» finalement au quotidien, qu'est-ce qui vous engage dans l'entreprise? La rémunération n'intervient effectivement qu'en 5e position. C'est-à-dire que les éléments clés sont, eh bien, déjà, j'ai besoin d'être dans une structure dont je perçois effectivement qu'elle colle à mes valeurs, qu'elle est en ligne effectivement avec la façon dont j'ai envie de travailler. La relation, Cyril, que tu évoques, à l'équipe. On voit que le management, mais au-delà de ça, la relation à l'équipe est devenue un élément clé. Et d'ailleurs, ils nous disent souvent, l'équipe est prédominante à la rémunération. C'est très révélateur et ça explique bien toute la schizophrénie que peut avoir un directeur commercial. C'est qu'on a ça, c'est cohérent, et pour autant, 86% des cas, c'est la REM qui fait changer. Et voilà. Et quand on est dans un environnement de pénurie et de tension sur le marché, évidemment, cet élément-là, il est prégnant. Donc, c'est là encore, OK, j'embarque pas mes équipes, je les garde pas, je les motive pas qu'avec la REM, mais par contre, c'est un outil qu'il faut qu'il soit adapté à mon contexte parce que sinon, je vais avoir un vrai sujet de fidélisation et aussi d'attractivité. C'est un outil qui ne doit pas démotiver. C'est la slide que je découvrais, la slide précédente. C'est ça. C'est comment on arrive à avoir un système qui n'est pas démotivant, qui s'appuie sur les motivations intrinsèques et qui fait qu'on a envie de rester ou qui soit porteur de sens. Porteur de sens. On le voit d'ailleurs, effectivement, le point qui est numéro 3, c'est écrit pouvoir proposer des solutions. Ça montre bien la volonté d'être acteur. Absolument. Contribuer aux résultats d'entreprise. On évoquait tout à l'heure les systèmes effectivement de partage de capital. C'est aussi un peu cet esprit-là. C'est-à-dire comment est-ce que je contribue, j'apporte ma contribution véritable à l'entreprise, moi en tant que commercial, et pas simplement je suis là pour amener un chiffre d'affaires à l'entreprise et puis ne pas être plus contributif véritablement. Donc, on voit bien que ça, c'est des sujets clés. Alors, le cadre de vie au travail, on parle beaucoup aussi de ces sujets-là. C'est la question d'après. Évidemment. Donc, ça veut dire, juste pour être bien sûr d'avoir compris,
on ne change pas d'entreprise s'il n'y a pas un package de rémunération qui est attractif. C'est un élément. Mais deux, ce n'est pas un élément de motivation au quotidien. C'est un élément indispensable, mais pas suffisant. Voilà, pas nécessaire, pas suffisant. Pas suffisant. En fait, c'est indispensable. Indispensable, mais pas suffisant. Oh, quelle conclusion de concert. C'est effectivement ça, c'est indispensable, mais pas suffisant. Et, non, je ne crois pas. Et en effet, dernière question qui est un peu un sujet d'ouverture, c'est est-ce que le bien-être est plus important que la rémunération? Assez incroyable quand même pour des commerciaux de dire qu'il y a quasi 70% qui considèrent que le bien-être dans leur entreprise est supérieur quand même à la rémunération. C'est important. Non, mais la rémunération. Je dis toujours à mes commerciaux et aux managers, on n'est pas heureux parce qu'on fait ses objectifs. C'est parce qu'on est heureux qu'on fait ses objectifs. Exactement. Et au final de tout ce qu'on vient de se dire, et je réserve les dernières minutes avec un chiffre choc sur lequel je vais vous faire réagir, ce qui compte avant tout, plus que la REM, c'est le projet. C'est ça le sujet. Puisque on est dans cette relation-là, enfin, sur ces 2 dernières années qu'on a vécues, on le vit encore plus aujourd'hui, le projet, il est humain. Enfin, c'est avant tout une question de relation au manager. Tu en parlais dans ton interview, Guillaume, mais vous aurez le plaisir de la lire dans le magazine. Finalement, les managers doivent être aussi commerciaux, doivent être partie prenante dans la partie recrutement, puisque c'est eux qui vont être en capacité d'apporter la vision et la relation. Les commerciaux achètent aujourd'hui un manager. Exactement. Quand ils rejoignent une entreprise, véritablement. Et je lisais un article qui disait qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Bien sûr. Donc ça met là aussi tout le poids sur le rôle essentiel du manager et du manager humain. C'est le manager qui est concentré pas seulement sur la fixation des objectifs et le pilotage des objectifs, mais sur l'animation de son équipe et le développement des compétences. C'est ça. Et vraiment, ce que vous disiez, c'est raccord avec les 10 interviews qu'on a faites, vous trois, c'est avant tout, c'est le sujet, c'est les forces motrices, les moteurs intrinsèques dont vous parliez, Jean, pour travailler vraiment le sens, le plaisir et le développement. Qui sont les éléments qui favorisent l'engagement, d'ailleurs. Sens, plaisir, engagement, c'est vraiment des éléments clés pour travailler l'engagement. Donc, le phrase choc de la fin avant de passer aux questions-réponses. Les DIRCO, est-ce que vous êtes vraiment en première ligne dans la partie rémunération? Je ne peux pas faire en live pour aller chercher le chiffre, mais je vais vous le dire. 27% des DIRCO se déclarent décideurs en matière de rémunération. Alors, ça fait mal, ça pique. C'est un vrai sujet. Alors moi, je parlais de ce puisque depuis le temps qu'on accompagne les équipes commerciales, il y a quelques années, je veux dire une dizaine d'années, lorsqu'on avait un système de REM des commerciaux à changer, DIRCO nous appelait, il pilotait le projet, on travaillait avec lui, bien évidemment, la finance, les RH étaient intégrés, mais il était vraiment au cœur et il était à l'origine du changement. Si lui ne voulait pas bouger, ça bougeait. Maintenant, c'est plus des sujets RH, c'est les RH qui viennent nous voir. Le DIRCO est intégré dans la réflexion, évidemment, mais ce n'est pas lui qui est aux manettes. Il y a les finances, etc. Et c'est un sujet. Alors oui, c'est un sujet RH de cohérence, mais effectivement, que 27% déclarent qu'ils ne se disent pas décideurs, sachant qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, la performance de mon équipe commerciale, elle va dépendre à la fois des équipes, mais elle va déjà dépendre du fait que j'ai les équipes au complet. Le nombre on était au DCF, on organise des ateliers, et le nombre de DIRCO qui me dit moi, mon sujet, c'est que moi, je veux bien signer mes objectifs. Mais aujourd'hui, j'ai 5 secteurs vacants, j'ai 2 commerciaux qui viennent de partir. Ma performance, elle dépend de ma capacité à avoir une équipe complète et de garder les bons. Et ça dépend du système de REM, et ils se disent un peu moins à la manette. Et donc Jean, oui. toi notre président des directeurs commerciaux de France. Je suis assez. Là, c'est. Bon, moi, je découvre un peu avec effarement quand même ce résultat. Là, j'ai envie de dire wake up guys, parce que c'est vraiment un sujet qu'on doit piloter, et on doit être vraiment à la manœuvre, parce que le collaborateur, quand il y a un souci, il ira voir le directeur financier ou le DRH. Donc, évidemment, je pense que c'est absolument indispensable et nécessaire pour toutes les raisons qu'on a évoquées. La congruence, la cohérence, le parallèle avec la stratégie, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des ingrédients, mais il y a aussi la recette. Oui, c'est sûr que un système de REM, c'est ce que vous disiez, effectivement, on en parlait avant, c'est que j'aime bien cette métaphore, parce que c'est comme un bon plat, quoi. Il y a les ingrédients, c'est globalement toujours les mêmes, c'est les indicateurs, c'est les objectifs, on va dire que c'est ça. Et puis il y a la recette, il y a la façon de construire le système de REM. Et ça, et souvent on se dit, on va jouer sur les ingrédients. On peut changer les ingrédients, mais si ma recette n'est pas bonne, ça ne marchera pas.
La recette, c'est quoi? C'est la formule de calcul. C'est que mon cycle de vente, si j'ai un cycle de vente long, je vais avoir une périodicité courte. Est-ce que je veux valoriser la surperformance? Est-ce que je fais des effets exponentiels avec un système multiplicatif? Enfin, tous ces éléments dans la formule qui sont avec les mêmes ingrédients qui vont changer les attentes et qui vont permettre de pouvoir aussi créer une dynamique. Et tout ça justifie le fait que les directeurs commerciaux doivent être à la manœuvre. Alors, mon conseil, c'est de ne pas le faire seul. Parce que je pense qu'effectivement, il faut se faire aider, accompagner par la RH, évidemment. Et je pense aussi, tu l'as évoqué, par la direction financière. Parce que la direction financière, elle veut comprendre. Et souvent, il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne savent pas toujours exactement comment fonctionnent les équipes commerciales. Donc, je pense que le directeur commercial doit être très pédagogique aujourd'hui et doit onboarder avec lui sur ces sujets-là, qui sont des sujets, on l'a vu, qui sont des sujets sensibles. À la fois la RH et la direction financière. Mais en revanche, on ne peut pas laisser à d'autres cette responsabilité qui est une responsabilité qui est essentielle compte tenu de sa sensibilité. Bien sûr. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais juste aussi t'entendre, Guillaume, sur ce sujet, sur le côté embarqué, c'est ce que tu as fait, embarquer la direction générale, la direction financière. Oui, la direction générale, de fait, évidemment. Oui, mais après, je pense que tout a été dit. Je pense qu'à un moment donné, voilà, comme tu dis, à un moment donné, qu'est-ce qui fait la différence avec les mêmes ingrédients entre une bonne et une mauvaise recette? Pour le coup, c'est la façon dont on va réussir à mettre les bons ingrédients et le bon dosage. Et ça, je pense qu'effectivement, on regarde des évolutions de marché, de stratégie qu'on a connues ces dernières années avec un marché qui change. Résolument, c'est les directeurs commerciaux qui doivent être à la manœuvre pour faire évoluer la recette véritablement et le mieux sentir aujourd'hui comment évolue le marché et quels ingrédients toucher à un moment donné pour faire en sorte que la recette soit toujours aussi bonne malgré le fait que peut-être on ait des ingrédients qui puissent changer un petit peu. Et effectivement, je pense que voilà, les directeurs commerciaux doivent prendre la main véritablement sur cette sujet. Belle conclusion, on est parfait dans le timing, il est 19h17, c'est royal. Donc, on peut passer sur le quart d'heure de questions-réponses qui nous reste. Il y a des questions qu'on va découvrir en live. Alors, oui, il faut mettre les lunettes. Non, on voit Anas quand même. Non, je vais la lire. Allez, finalement, pour montrer que finalement, si le variable déplafonné est calé sur les marges dégagées nettes pour l'entreprise, y a-t-il un problème? Alors, y a-t-il un problème? Alors, ça dépend. On peut dire, c'est l'ami Dominique Ménigo qui nous pose cette bonne question. Ah, Dominique, je le reconnais bien là. Alors, pourquoi? Si c'est effectivement la marge nette, maintenant, la marge nette, quel est moi, mon impact et ma visibilité en tant que commercial sur la marge nette? Sachant que la marge nette, il y a plein de choses qui interviennent. Moi, je suis à l'origine de la top line, chiffre d'affaires. Derrière la marge nette, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Donc, je peux aussi subir. Donc là, ce n'est plus un sujet de plafonnement. Oui, là, on n'a pas de risque économiquement et managérialement à le faire. Par contre, c'est un sujet d'appropriation. Est-ce que cet indicateur va faire en sorte que moi, je vais être complètement impliqué et motivé, sachant qu'il y a des éléments extérieurs qui vont jouer dessus? J'aime beaucoup la deuxième question. Ouais, alors, juste sur la première, peut-être, Laure, j'ai envie de dire c'est l'inverse qui est un problème. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, c'est vrai que beaucoup de commerciaux demandent des déplafonnements. C'est un problème quand ça n'est pas aligné avec la marge ou le résultat de l'entreprise ou le budget de l'entreprise. J'ai même envie de dire, sans parler des éléments de marge, ou le budget de l'entreprise l'année N en question, quoi. Parce que si vous avez quelques rémunérations de vos commerciaux qui dérapent et que votre résultat global n'est pas au rendez-vous, c'est ce qu'on appelle un effet ciseau. C'est pour ça que les directions financières, je pense qu'il faut aussi les associer. Maintenant, si c'est, je pense que les dirigeants, la direction générale et les actionnaires acceptent les systèmes de déplafonnement dès lors que c'est parallèle et au résultat, à l'ébit. Plus il y a de valeur à partager, je sais, effectivement. Après, je pense que ça revient au sujet de pilotage qui a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que si le seul élément et que l'importance, en tout cas, du commissionnement sur la marge nette est trop prédominant dans la rémunération variable, ça peut amener en fait à des problématiques de pilotage, pour le coup, qui n'amènent peut-être pas suffisamment de la bonne orientation aux équipes sur des sujets d'évolution peut-être de stratégie. C'est peut-être sur ce point-là que le risque est principal. La deuxième question, vous voulez que je vous la lise? Oui. La réflexion sur les variables ou objectifs des commerciaux est-elle toujours bien menée par le DIRCO ou l'ombre de la DRH, pas toujours au fait de la vraie vie commerciale,
plane souvent au-dessus? Alors, je crois que Dominique, parce que c'est encore Dominique, je pense que dans ta question, il y a déjà la réponse, notamment entre parenthèses, pas toujours au fait. Alors, le sujet, les DRH, ils ont quand même un sujet de cohérence interne, globale. Et donc, c'est important que la REM des commerciaux soit cohérente avec les autres équipes, parce que comme on dit, on sait qu'il y a une dilution de l'effet vente. On a besoin des autres équipes pour vendre aujourd'hui. Je parle du marketing, mais aussi les experts, les techniques. On a des ventes de plus en plus complexes. Donc, tout le monde doit être impliqué quelque part sur la top line. Donc, c'est bien aussi que les DRH soient dedans. Après, il y a un sujet et les DRH doivent être aussi au cœur de la performance commerciale, parce que d'ailleurs, vous êtes bien placé. En ce moment, les DRH, c'est eux qui sont en front pour aller chercher et recruter les équipes. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Les fonctions RH doivent être encore plus impliquées dans le business, effectivement. Mais c'est un vrai travail d'équipe. Bien sûr. Parce que hier, on lançait la 4e promotion du nouveau certificat de direction commerciale à l'ESCP. Je disais aux participants, il faut faire alliance avec la DRH. Et je pense que ça fait partie aujourd'hui, c'est peut-être un rôle qu'on a sous-estimé en tant que directeur commercial. On a toujours été préoccupé par nos N+1, nos N-1, mais c'est des alliances qu'on doit faire avec nos collègues du comité de direction. Et dans les périodes qu'on connaît là, de pénurie, difficulté à attirer, rétention, je pense qu'on a un rôle pédagogique pour expliquer notre vie de tous les jours au DRH et les onboarder avec nous pour qu'ils soutiennent je crois que le vrai sujet, dont on a régulièrement parlé, Jean, c'est la perception de l'argent dans la fonction commerciale par d'autres services que la fonction commerciale. C'est aussi ce que j'entends et que je lis un petit peu au travers de tout ça, c'est qu'à un moment donné, une direction RH ou financière va gérer des dynamiques de package global et plutôt une certaine forme d'équité ou de linéarité finalement de la rémunération dans une entreprise. Et finalement, va avoir peut-être plus de difficultés à considérer qu'à un moment donné, dans les fonctions commerciales, il puisse y avoir une rétribution de valeur qui peut être à un moment donné extrêmement importante ou beaucoup plus importante. Je t'entends dire effectivement que l'argent est un peu tabou en France versus les pays anglo-saxons, pour le coup, un petit peu plus. Et en tout cas, peut-être qu'il y a… Je pense que le directeur financier, il est tout à fait capable de comprendre qu'à un moment, les commerciaux, parce que le résultat est là, parce qu'il y a une vraie performance, parce qu'il y a eu un gap ou en matière de marge brute, de chiffre d'affaires, d'ébit, il est capable de comprendre. Ce qui, en revanche, il ne comprend pas, et il a raison, c'est son rôle, c'est quand il y a un effet ciseau et quand il voit sa masse salariale qui potentiellement peut s'envoler, alors que son résultat, lui, il stagne ou il baisse. Donc, voilà. Du coup, il va falloir faire un choix, puisqu'il nous reste 7 minutes sur le temps questions-réponses. Dans les questions, il y en a des très intéressantes. J'aimerais poser la dernière et je vais revenir sur celle d'Abel juste après. Un fixe trop important n'empêche-t-il pas la performance de commercial à aller où c'est, enfin performer d'un point de vue chiffre d'affaires? Un fixe trop important. Moi, personnellement, je ne crois pas, mais je ne suis pas sûr d'être majoritaire. Mais je ne crois pas. En tout cas, il y a un groupe qui le fait, qui le dit. Alors, au début, je trouvais ça un peu maladroit, mais c'est le Crédit Mutuel qui communique sur le fait que les commerciaux ne sont pas rémunérés et le Crédit Mutuel, il performe. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la banque, mais en tout cas, je sais que les résultats du Crédit Mutuel sont très satisfaisants et que je pense qu'un commercial qui est engagé, dès lors où il sent que ce qu'il fait a du sens, qui contribue au résultat de l'entreprise et qu'il a le sentiment qu'il est rémunéré à sa juste valeur. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Mais je sais que je ne suis pas… en tout cas, ne partage pas ce point de vue. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un fixe trop bas aujourd'hui, on n'arrive pas à faire venir des jeunes. Et on frustre, et effectivement, on peut démotiver. Le fixe doit être à son juste niveau, doit être aligné, et les éléments de marché, notamment, sont importants. On parle d'effet motivant, mais le fixe n'est pas démotivant, c'est pas le variable qui est motivant. Un fixe, c'est aussi motivant. Ça fait partie d'un ensemble. Le variable, c'est quelque chose qui doit créer une incentive, c'est quelque chose qui doit permettre de piloter, c'est quelque chose qui doit permettre de donner du sens et une vision. Une fois encore, ça va remettre le sujet, en tout cas, sur le management et la capacité, effectivement, à faire vivre une performance commerciale avec un outil
qui touche peut-être un petit peu moins, qui est un variable un peu plus faible. Donc, ça impose probablement… Je rappelle qu'on est quand même en pénurie, qu'on a du mal à recruter. Et donc, comment voulez-vous qu'on soit aussi attractif, par exemple, que les métiers du marketing, si vous rémunérez 52 fixes un collaborateur en marketing et puis que le commercial, vous allez lui dire, toi, tu vas pas être à 50, tu vas être à 40 et peut-être tu peux, avec ton 10, 20, tu peux gagner 50, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Alors, je vais faire du marketing parce que le marketing gagnerait 50, je suis sûr de les gagner. Pour moi, c'est ça. Donc, attention, quoi. Attention. Il y avait 2 questions que je regardais. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je voulais quand même poser la question d'Adrien et ensuite d'Abel. Quelle approche, méthodologie ou bonne pratique pour appréhender la problématique de cohérence interne, structurelle et externe, conjoncturelle des salaires liés à la tension actuelle sur les recrutements? Alors, déjà, l'externe, effectivement, il faut déjà savoir comment on se positionne sur le marché. Et effectivement, se positionner, est-ce qu'on est globalement au-dessus, en dessous? Généralement, on le sait, si tout le monde s'en va, on est peut-être en dessous. Et si tout le monde reste, même les bons, et qu'on est trop au-dessus. Peut-être au-dessus. Généralement, il y a quand même un signe. Mais après, c'est dans les équilibres. Et la cohérence interne, elle doit être là, pour le coup, elle est intéressante. C'est de se travailler, c'est tout ce tas de ce que je disais de la recette, en fait. Mais aussi de la cohérence des objectifs. C'est-à-dire que je dois avoir un système où j'ai des objectifs qui sont en lien avec la stratégie. Souvent, en matière de rémunération, notamment commerciale, on va rémunérer la fonction. Donc, tu dois vendre, tu mets du chiffre. Il faut que tu fasses de la marge, tu vas mettre de la marge. Il faut que tu vides les stocks parce qu'on a des produits qu'il faut vendre. Donc, je te mets des trucs de stock. Donc, on se retrouve avec des objectifs qui sont liés à la fonction. Et donc, on se retrouve avec quelque chose d'assez compliqué. Si on veut donner du sens, le sens, c'est la stratégie. C'est là où on va. Parler de la route du Rhum, le cap. Voilà, on donne un cap. Et les objectifs, on part du cap et on va décliner des objectifs pour atteindre le cap. Donc, quand on parle de méthodologie, ne raisonnons pas en partant des fonctions, mais partant de la stratégie, partant de la vision. Ça nous permet de donner du sens, ça nous permet de repositionner le système de REM comme un outil de management, de com et d'engagement. Voilà. Du coup, ça nous fait une magnifique conclusion. Donc, je dois certainement faire des frustrés. On n'a pas pris vos questions là, mais en tout cas, je les note et puis je les poserai à tous les 3. Peut-être juste quand même, moi, j'aime beaucoup la question de la performance durable. C'est ça qu'on va rechercher. Parce que c'est bien ça qu'il faut aller chercher. Parce que, attention aussi aux effets de bord, parce que tu parlais de voile et de route du Rhum. C'est-à-dire qu'on peut avoir des effets à très court terme, mais ce qui compte, nos entreprises, elles ont vocation à durer, elles existent certaines depuis longtemps et pour très longtemps. Voilà. Mais surtout, c'est qu'ils puissent repartir du port, parce qu'il y aura forcément un autre trajet à faire. Donc, tout doit être mis en place, en tout cas, pour que la performance elle soit durable. Et peut-être faire attention à ne pas surrémunérer des performances courtes et aussi de ne pas sous-estimer les commerciaux qui ont des performances longues. D'où l'idée, et elle vient de mon DRH, de long-term incentive, parce que finalement, le commercial qui, lui, a des résultats constants, il faut qu'il soit récompensé au moins autant que celui qui quelquefois… C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure finalement le sujet du commissionnement, qui n'est pas une si mauvaise idée dans cette perspective-là. C'est pas une mauvaise idée. Il faut bien le doser. Non, mais c'est effectivement un petit peu contre-cyclique, a priori, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais finalement, ça peut être utilisé aussi comme quelque chose qui travaille un engagement durable avec un développement potentiel. C'est un sujet de dosage. Et c'est surtout un sujet, c'est que un système de REM, quel que soit le système de REM, s'il est piloté, si le management se l'approprie, s'il est animé, on revient au sens. Il fonctionne. Et c'est même donc c'est un vrai sujet d'appropriation du système de REM. Et puis je voudrais aussi parler 2 minutes du spectateur anonyme, tel qu'il se qualifie du commissionnement des ADV, prime ou non. En tout cas, je peux faire part de notre expérience chez Lycée Deco, c'est qu'on a une demande aujourd'hui. Et des commerciaux, je trouve ça chouette d'ailleurs, parce que ça vient aussi d'eux, et évidemment des assistantes commerciales ou de l'administration des ventes, de ceux qui soutiennent les ventes au quotidien, pour eux aussi participer. Et tu parlais du travail d'équipe. Moi, je trouve ça assez formidable que ces demandes-là, elles émanent pas seulement des ADV, mais aussi des commerciaux, parce que ça veut dire qu'ils reconnaissent le travail de leurs assistantes commerciales, en tout cas chez nous, et qu'ils aient envie de les onboarder avec eux. Je trouve qu'on parlait de valeur, de sens, tout ça va dans le bon sens.
Parfait. Merci à tous pour votre écoute attentive et ces éléments qu'on a partagés. Merci à tous les trois pour ces éléments de débat. Donc, comme on vous l'a indiqué, on aura le plaisir lundi de publier notre magazine où il y aura encore beaucoup d'informations passionnantes. On vous souhaite une belle soirée et pour les questions-réponses, je les note et je les poserai à ces messieurs ultérieurement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci Laure. Merci Laure, bravo Laure. Merci. Des débats rondement menés.